Et tu savais, toi, que Colin Farrell, en fait, c'était Johnny Depp? Bah ouais. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Backlight avec Raphaël, comme d'habitude. Comment ça va? Ça va bien et toi, Mathias? Bah écoute, ça va impeccable. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui se nomme Les Animaux Fantastiques 2, 2 points, Les Crimes de Grindelwald. Évidemment, on tient à remercier le cinéma du Prado qui nous a permis de voir les deux films, donc le premier, Les Animaux Fantastiques, et celui-là, à la suite, dans une soirée très sympathique finalement hier soir. Tout à fait. Nous sommes même délectés d'un petit hot dog entre les deux films. C'était pas piqué des hannetons. C'est vrai. Voilà. Un petit mot aussi pour annoncer la soirée des incontournables du cinéma Le Prado. La prochaine sera le 22 novembre et ce sera une soirée spéciale gangster avec deux grands classiques, deux incontournables même, du coup j'ai envie de dire. D'où le nom de la soirée, à savoir Les Incorruptibles de Brian De Palma et Les Affranchis de Scorsese. Donc à pas manquer, à mon avis, moi j'y serai. C'est une adresse. Il y a Jude Law dans le film. Et lui, c'est Les Animaux Fantastiques, en fait. D'accord. C'est lui, Les Animaux Fantastiques. Mais encore, un lieu sûr, à Paris. Pourquoi aurais-je besoin d'un lieu sûr à Paris? Si les choses, à un moment donné, tournent vraiment mal, il sera bon d'avoir un endroit pour... Vous savez, boire une tasse de thé. Est-ce que boire une tasse de thé, c'est pas une allusion à quelque chose de plus dégueulasse? Tu penses à quoi? Dumbledore est peut-être homosexuel. Ah non, tu crois? Je ne sais pas. Bon, écoute, on a peut-être une question du peuple par rapport à ça. Ça va. Mais en tout cas, l'occasion du coup de dire que là, ça parle de Paris, donc effectivement, ça fait partie des lieux de tournage. C'est ça. Paris. Ça se passe pas à New York cette fois-ci. Ouais. Bah, un peu. Un petit peu. Il y a une partie à New York. Une partie à New York. Une partie à Paris. Petite problématique européenne finalement. Oui. Faut-il sortir de l'UE, le Brexit, tout ça sera abordé dans ce film évidemment. Mes frères, mes sœurs, l'heure tourne. Tel est mon rêve. Pour nous qui vivons... Alors, je tiens juste à dire un truc. C'est que dans le précédent film, nos héros manquent de se faire tuer sur la chaise électrique des sorciers, là. Qui n'est pas du tout une chaise électrique, mais bon, voilà. Juste parce qu'on comprend pas trop ce qu'ils font, qu'ils avaient une valise, que, voilà, alors, on n'a pas de preuves, rien, mais dans le doute, on va tous les buter. Dans le doute, peine de mort. Voilà, dans le doute, peine de mort. Alors que le plus gros méchant de l'univers de ces films-là... Qu'on croyait être Colin Farrell, mais non. Voilà, c'est pas Colin Farrell, c'est Johnny Depp. Et ça, c'était dans le premier. Et bah, du coup, lui... ils le gardent précieusement enfermé à un endroit, et ils vont même le transporter d'un endroit à un autre endroit. C'est-à-dire que lui, il n'a pas le droit à la peine de mort directe. Quoi. En calèche magique, ouais. Ce qui lui permettra de s'évader, donc ce qui est... Évidemment, sinon il n'y a plus d'histoire. Voilà, ce qui est le point de départ de ce film. Bah écoute, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un peu... Bon, voilà, c'est-à-dire que tu files la peine de mort comme ça, mais pas pour tout le monde. Bref. Pour la vérité, pour l'amour. Nagini. Le moment est venu d'occuper la place qui nous revient de droit. Dans un monde où les sorciers... On aborde là quand même, pendant qu'on revoit l'évasion de Johnny Depp, on aborde, on va dire, c'est quelque chose qui est un peu la problématique du film et qui est la problématique intéressante, à savoir que Johnny Depp, lui, son objectif, c'est de faire en sorte que les magiciens ne soient pas... alors, j'allais dire ne soit pas caché, voilà, exactement, n'est pas à se cacher. Et alors, Johnny Depp, lui, vu qu'il est un petit peu, un peu extrémiste, quoi, il aimerait même carrément que les magiciens dominent le monde. Il dit, c'est bien normal, après tout, on a des pouvoirs. C'est ça. On est largement au-dessus des moldus, n'est-ce pas, ou des non-mages, comme ils disent beaucoup, parce qu'aux États-Unis, on dit les non-mages. Et donc, du coup, voilà, il voudrait régner un petit peu sur le monde. C'est ce qui est intéressant dans ces deux films, même le dernier aussi, c'est que en fait on a beaucoup plus de contexte sur l'histoire, on va dire, des sorciers, sur les différentes règles en fonction des pays, etc. Et moi j'ai bien aimé, il y a un petit passage où on comprend qu'au Moyen-Âge, les sorciers étaient pourchassés, etc. Donc ça fait écho à certains points de l'histoire.
Et du coup, on comprend l'évolution de la mentalité, même du méchant, etc. De comprendre que les sorciers, ils sont pourchassés depuis longtemps. Il y a même des échos à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ouais, à la première déjà, parce que le film oui. se passe dans les années 30, Oui. donc tout se passe après la Première Guerre mondiale. Et c'est marrant parce qu'il y a même cette ambiance qu'il y avait vraiment après la Première Guerre mondiale, c'est que ça a été tellement horrible qu'on disait plus jamais, ce sera la dernière. Et voilà. Et du coup, il y a ce contexte-là qui est vraiment présent dans le film, et ça fait partie vraiment des bons points. C'est le plus par rapport aux Harry Potter. Les Harry Potter sont très centrés sur le personnage d'Harry Potter, avec l'univers qui lui tourne autour. Et souvent, moi, ce que je reprochais aux Harry Potter, c'est qu'on comprenait pas tout le temps ce qui se passait autour. Là, vraiment, ces films-là font la part belle, finalement, au contexte. Ouais. Voilà. Ouais. Seront libres. Rejoignez-moi. Ou mourrez. Les mondes des sorciers et des non-sorciers vivent en paix. Pour tous les fans d'Harry Potter, vous verrez Poudlard dans ce film. Voilà. Parce que quand il y a eu l'apparition du château, de Dumbledore jeune, comme vous allez voir dans la bande-annonce, mais d'autres personnages aussi, dans la salle, il y a eu un « comme ça ». Oui. Et voilà, alors c'est toi, bon, nous un peu moins, mais voilà, bon, c'est ce que ne faisait pas le premier film. Le premier film, au moins, a eu l'intelligence de se dire on va se propulser ailleurs, on va faire découvrir un autre univers, on va pas faire en permanence une tonne de références à Harry Potter. Et là, par contre, cette fois-ci, bon, on revient sur l'univers d'Harry Potter, enfin... T'as raison de dire que c'est l'intelligence du premier film, parce que du coup, effectivement, dans le premier film, puis voilà, ça, le premier film aurait pu, comment dire, ça aurait pu être une sorte de fan service. Oui. Voilà, et on aurait tout vu comme du fan service pour, allez, on va dire, pour le dire vulgairement, aller chercher l'argent de ceux qui ont aimé Harry Potter et exploiter le filon jusqu'au bout. Et du coup, effectivement, le premier film se passe ailleurs, et puis il y a un petit peu de fan service dans la suite, mais du coup, c'est beaucoup mieux venu, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est bien amené, quoi. C'est pas juste du fan service. Ouais. Puis bon, même n'étant pas un fan absolu d'Harry Potter, c'est sympa de revoir ces décors-là dans un autre contexte, à une autre époque. Je veux dire, c'est pas dénué de sens, quoi. C'est pas juste on te l'a posé là pour faire joli, quoi. Depuis plus d'un siècle, Grindelwald veut détruire cette paix. Et vous voulez que je le pourchasse pour le tuer? Dumbledore, pourquoi n'y allez-vous pas? Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald. Il faut que ce soit vous. Oui, alors voilà, toute la problématique aussi du film, c'est que, en fait, Dumbledore, qui est présenté comme l'un des sorciers les plus puissants de l'univers de Harry Potter, quoi, des animaux fantastiques, en fait, ne peut pas directement s'en prendre à Grindelwald, son... Ouais. Voilà, son némésis. Son confrère. Oui. En fait... Sinon, il n'y aurait pas de film, finalement. Oui. Voilà. Non, mais en fait, bon, du coup, ça se traduit, on peut le dire comme ça se traduit physiquement par une sorte de duel, en fait, à distance entre ces deux personnages qui sont Dumbledore et Grindelwald. Et effectivement, on apprend qu'ils peuvent... Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un film, et pour pas que ce soit juste une baston, on apprend qu'ils ne peuvent pas s'affronter directement, en tout cas. Donc... C'est un peu les ressorts d'Harry Potter aussi. C'est-à-dire de toujours avoir des espèces de trucs qui empêchent finalement les deux protagonistes de se confronter pour vers la fin, parce qu'on sait très bien qu'ils vont finir par se rencontrer. Enfin, je ne sais pas quelle est la suite, mais il y a des chances. Et du coup, bon, ça risque de devenir artificiel, un peu comme ça l'était dans Harry Potter aussi, quoi. Grindelwald, en tout cas, il a un plan. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un plan. Il a un plan. Mais et voilà. Dumbledore a un plan aussi. Aussi, puisque c'est lui qui est en contact avec le héros, qui va lui donner des indications, qui va lui dire ce qu'il faut faire, et en fait, le personnage principal va être son intermédiaire. Avec le héros, donc Norbert Dragono. Peut-être on peut profiter de l'instant pour dire ça. Voilà, le héros là, qui s'appelle Norbert Dragono, pour ceux qui n'ont pas vu le 1, il se balade avec une valoche magique. Et on se fout de sa valoche. Voilà, tous ici. Avec plein d'animaux fantastiques dedans, parce qu'il aime bien les animaux, donc c'est des animaux qui ressemblent à... Vraiment, pour ceux qui connaissent pas du tout le délire, quoi. Qui ressemblent un petit peu aux nôtres, mais souvent un petit peu améliorés, avec des pouvoirs. Avec des petits pouvoirs, des fois ils sont énormes, des fois ils sont tout petits, et donc évidemment, sa valise toute petite, on peut rentrer dedans, et il y a un monde dedans, quoi. Donc voilà. Et voilà, et la nana, c'est une aurore, celle qu'on voit là actuellement.
Ce qui veut dire qu'en gros, elle fait partie des flics. C'est le FBI de la magie. Sorcier, ouais. Voilà. Et voilà, avec un autre personnage qui s'appelle Kowalski, qui est un peu le Jar Jar Binks mais un de Jar Jar Binks l'histoire, rigolo, mais qui Jar Jar marche bien, Binks voilà. rigolo et un peu plus sympathique et attachant Parce que que Jar Jar Binks. en fait, c'est le côté humain. Exactement, en fait, que il est n'ont pas non-sorcier et non-mage. Oui, mais même pire, enfin, je disais pas ça pour non-sorcier, je voulais dire, il apporte un côté humain au personnage, parce que le personnage principal, il est presque un peu autiste. Il est autiste, ouais, carrément. Dans sa façon des relations avec les autres, il sait pas parler aux femmes, il sait pas, enfin, voilà. Et du coup, ce personnage qui est le monsieur tout le monde de la vie quotidienne, mais un peu rigolo, etc., il va apporter cette dose de va lui dire ça. Ramener les pieds sur terre. Voilà, il va. De celui qui comprend les relations sociales. Et c'est intelligent d'un point de vue scénaristique parce que on s'identifie à ce personnage qui lui découvre l'univers des sorciers. Donc ça permet dans le film, c'est une astuce scénaristique pour. Il va poser plein de questions, il va dire mais c'est quoi ça, c'est quoi ce truc, comment ça fonctionne ce truc. Du coup, on va lui expliquer à lui et par la même occasion, on va l'expliquer à nous. Ouais. Et il est donc en couple avec la sœur de cette Aurore qui s'appelle. Attends, parce que je l'ai noté, je me souviens pas des noms, qui s'appelle Tina Goldstein dans le film. Voilà. Qui est un peu cheatée parce qu'elle est capable de lire dans l'esprit des gens. Oui, la sœur. Ouais, la sœur, oui. Et je me suis dit c'était un pouvoir un peu ouf, un petit peu trop ouf peut-être. Ouais, alors du coup, ils font en sorte que ça marche pas tout le temps et machin, parce que sinon, c'est sûr que ce serait. Bah oui, sinon elle peut lire dans les pensées de tout le sinon, monde. ça nique un peu le bénéfice. Bon, c'est là où. Ouais. D'autant que, et là, on est toujours dans la partie sans spoil, donc voilà, mais du coup, ça pourrait poser un problème à la fin, quoi. C'est ça, voilà. Allez, let's go. Tu n'as pas le mal des transports, si? Je suis pas à l'aise en bateau. Ça va aller. Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert? Vous ne visez pas le pouvoir. Vous vous demandez simplement si une chose. Voilà, ça, c'est deux plans qui commencent un peu à répondre à une question que tout le monde se pose, à savoir, est-ce qu'il y a des animaux fantastiques dans votre film Les Animaux Fantastiques? Oui. Alors oui, il y en a. Et on va dire que quand même, c'est vraiment le ressort du 1. Oui. C'est-à-dire qu'on découvre tous ces animaux et leurs différentes capacités, parfois leur dangerosité. Vu que c'est, comment ça s'appelle, l'Oculus Rift, c'est le grand méchant L'Obscurus. Obscurial. des animaux. Et moi j'aime bien l'Oculus Rift. Oui, mais les gens vont pas comprendre après. Ouais, mais c'est un joli nom d'animal. En tout cas, c'est le grand méchant. Et en fait, c'est le grand méchant du 1 qui se prolonge un petit peu dans le 2. Voilà. Et c'est vrai que dans le 2, c'est un peu plus accessoire, le côté animaux. Ouais, c'est ce que je me suis dit dès le départ. Je me suis dit, le titre du film, est-ce que ça va pas les desservir à un moment donné? Parce que là, le premier, c'est bien, on pose plein d'animaux, on découvre, c'est rigolo, puis chacun a son skill, voilà. Et en fait, dans le deuxième, l'histoire prend le dessus, le méchant notamment, Dumbledore, la relation entre les deux, etc. Et du coup, les animaux, ça nous intéresse plus tellement, quoi. Ouais. Ils servent plus, c'est que des accessoires, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que la petite brindille, elle ouvre une serrure, alors elle apparaît. À un moment, il faut que la taupe, là, qui vole tous les bijoux, bon, on a besoin de récupérer un truc, donc on s'en sert. Et du coup, c'est un peu dangereux, je trouve, d'avoir appelé cette série Les Animaux Fantastiques, parce que ils vont être obligés dans chaque film de rajouter un peu d'animaux fantastiques pour que ça garde le nom du truc. Mais en vrai, ils servent de moins en moins à quelque chose. Disons que là, ils servent un petit peu à faire avancer l'histoire quand c'est bloqué. C'est ça, voilà. Mais bon, c'est un peu à chaque fois un peu une sorte de Deus Ex Machina en disant ah oui, comme à la fin du premier, alors je sais pas si on peut trop spoiler, mais bon, sans spoiler, on va dire qu'ils ont besoin de faire oublier à tous les moldus qui ont vu des choses magiques. Mais bon, en fait, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, ils oubliettent. Donc, ils utilisent un sort d'oublietté sur les moldus pour qu'ils oublient. Il faut les faire un par un. Il faut les faire un par un, c'est chiant. Et puis là, il y en a des milliers qui ont vu les scènes se passer. Et du coup, hop, il y a un animal que j'avais dès le début, il peut faire ça. Et c'est un peu tout le temps ça, quoi. Donc, bon. C'est une des limites de l'exercice. Ouais, mais ça peut niquer un peu le scénario aussi, quoi. Voilà. Et juste. L'heure approche. Tu vas devoir choisir ton camp. Moi, je ne choisis pas de camp. Qu'allez-vous faire? Je vais trouver une idée. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Qu'on l'attrape.
votre frère? Je crois bien que c'était le meilleur moment de ma vie. Et voilà, donc une bande-annonce qui dit quoi? Bah, qui dit il y aura de la magie, il y aura du Harry Potter, Voilà, c'est ça. parce que vous allez revoir des décors, des personnages. Donc Ouais. on va faire référence à la saga que vous adorez. Et il y aura des animaux fantastiques, et il y aura des effets spéciaux, et ce sera cool. Et si vous aimez Harry Potter, vous aimerez ce film. Oui, Voilà. et puis disons que ça plonge clairement dans une nouvelle histoire, parce que le premier avait quand même pour but de se détacher un petit peu d'Harry Potter. Et d'introduire les personnages. Voilà, d'introduire les personnages, donc ce qui a été fait dans le premier. Et là, celui-là, il lance vraiment l'histoire de cette nouvelle saga, à savoir l'affrontement entre Dumbledore et Grindelwald. Ils ont vraiment des noms à la con quand même. Les histoires d'amour, en fait, elles étaient déjà présentes quand même dans le premier. On sent que ça va traînasser un peu, mais bon, voilà. La relation entre Dragono et son frère, qui, je pense, va prendre pas mal d'ampleur par la suite. Oui. Et voilà, et un petit peu, c'est là où c'est pas mal, et ça va peut-être nous lancer sur la séquence d'après, mais les personnages commencent un petit peu à se complexifier, Oui. et ça, c'est intéressant. Le film prend sa forme. En fait, ce film est beaucoup plus adulte que Harry Potter, même si les Harry Potter ont évolué entre le premier qui est très enfantin, et puis voilà. Mais ces films sont beaucoup plus adultes, les personnages aussi, on sent plus les enjeux que le grand n'importe quoi d'Harry Potter, il y a des morts à l'école, mais ça continue les cours, on comprend pas, enfin voilà. Là, c'est beaucoup plus grave, quoi. Puis il y a une dimension internationale, on voit les instances des sorciers, etc. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est intéressant, et ça se sépare pas mal d'Harry Potter, voilà. Même à travers la musique, parce que la musique, ça révèle toujours un peu les intentions du film. Dans le premier, quand on a le logo Warner Bros, on a les notes d'Harry Potter, mais bien distinctes et tout, et puis après ça part vers une autre musique. Et dans le deuxième, on a les notes d'Harry Potter, mais un peu modifiées, c'est-à-dire que les deux thèmes se mélangent, donc on sent l'intention dans le premier de dire, bon, vous inquiétez pas, c'est Harry Potter, c'est dans l'univers d'Harry Potter, et dans le deuxième, bon, c'est un peu Harry Potter, mais on passe à autre chose quand même, les gars, voilà, il faut... Voilà, puisque Harry Potter, finalement, n'est qu'un personnage de cet univers. Allez, monseigneur, séquence des tops et flops. Tout à fait. Allez, comme ça, au débeauté, est-ce que t'as un top? Eh ben, le top... Eh ben, merci, Ah, pardon, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est tout, j'ai rien à rajouter là-dessus. Okay. Cet univers, ce contexte géopolitique, qui rend le truc plus sérieux, plus adulte, plus crédible, et pour moi, c'est vraiment le top du film, puisque ça enlève tous les défauts qu'avait Harry Potter, à mon sens. Ok, moi je vais donner, moi j'ai 2 tops, moi, tu vois, dans ce film. Toi, Ouais, j'envoie du pâté. Allez, vas-y. Allez, Topitus Maximus. C'est ça. Non, le premier, déjà, j'ai juste en préambule, je vais dire que je connais Harry Potter, j'ai vu j'ai vu 3-4 films, je pense, d'Harry Potter. Je suis pas un grand fan, c'est un peu trop enfantin pour moi et tout ça. Mais malgré tout, j'aimerais quand même, et ce sera mon premier top, reconnaître J.K. Rowling, vraiment une capacité d'invention et d'imagination qui est assez exceptionnelle, quoi. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Voilà, de découvrir un petit peu tous ces animaux fantastiques, tous ces personnages. Le fait de son personnage principal, c'est une sorte de dresseur d'animaux fantastiques autistes, que chacun de ces animaux, ils aient des petits skills, ils aient des petits trucs et tout ça. Et, voilà, moi je pense qu'il faut l'inventer, cet univers. Il faut vraiment... évidemment, il a ses incohérences aussi, hein, mais malgré tout, il faut inventer ce monde-là. Et moi, je suis toujours client de l'imagination, de ce qui m'amène vers un nouveau monde que je connais pas. Donc voilà, ça m'a bien plu, c'est mon premier top. Deuxième top, j'aimerais mettre les comédiens, je trouve qu'ils sont vraiment très bons et bien choisis. Et en plus, moi j'en ai un peu marre des comédiens beaux. Oui, mais ça j'ai remarqué. Et voilà, des comédiens qui sont juste beaux gosses et machin, et qui jouent pas forcément mal, mais qui sont juste là pour être beaux. Et là, ils sont pas forcément beaux, les comédiens. Mais ils ont des gueules. Ouais. Et ça, c'est chouette, quoi. Le personnage principal, là, donc Dragono, qui est joué par Eddie Redmayne, voilà, il a une gueule, c'est un autiste, voilà, il est typé, quoi. La nana, la Tina Goldstein, elle est pas très jolie, celle qui vit plus ou moins une histoire d'amour avec lui, elle est pas hyper jolie, et pour autant... elle a une personnalité. Elle a une personnalité, voilà. Et même son pote Moldu, voilà, c'est le premier à vivre une histoire d'amour dans le film. Kowalski qui chope... Et c'est un petit gros moustachu, enfin voilà.
qui chope la frangine qui est pas mal en plus, Ouais, pour le c'est coup. ça. Mais voilà, et donc moi ça j'aime bien, et choisir les comédiens pour leur gueule et pour ce qu'ils peuvent apporter au personnage, c'est vraiment chouette. Plutôt que juste mettre des beaux gosses. Exactement, en se disant que les gens iront et qu'ils s'identifieront parce qu'ils sont beaux gosses, et voilà. Il y a juste celui qui est pris à contre-pied, c'est Dumbledore, puisqu'on ne connaît que vieux, voilà. Ouais, Et le fait d'avoir pris Jude Law, c'est vrai. tu vois, d'en faire un beau gosse quand même, tu vois, c'est marrant, quoi. Ouais. C'est rigolo d'avoir pris juste le beau gosse pour ce personnage-là, parce que le méchant, enfin, ils l'ont bien... Oui, défoncé, c'est quoi. Johnny Depp, Johnny il est Depp, pas là il pour est être pas- beau gosse, quoi. C'est ça, voilà. Et tant mieux, d'ailleurs. Mm. Hein, voilà. Puis il a vieilli aussi, hein, donc, Ouais. bon. Donc voilà, ça c'était voilà pour mes tops. Est-ce que tu as malgré tout un flop dans ce film? Flop, ben, alors j'en aurais un et demi, on va dire. Le premier, c'est justement la notion d'animaux fantastiques. J'ai l'impression que plus on va avancer dans ce film, plus les animaux vont être réduits à leur fonction. C'est-à-dire, c'est le cas déjà dans celui-là, il y a, on a besoin de la marmotte pour voler, je sais pas les noms exacts des animaux, désolé. Voilà. Oui. Mais voilà, on a besoin de la marmotte pour voler un truc, on Pour voler un l'utilise. bijou, L'autre, il faut qu'il ouvre un truc, on l'utilise. Ils sont tous voilà, vraiment sur leur fonction, même s'il y en a quelques-uns qui sont attachants, comme la petite brindille. Bon, il va y avoir beaucoup de produits dérivés. Hein. C'est là où je pense que c'est vraiment le jackpot, parce que tous ces animaux-là, ils vont se retrouver en peluche. Enfin, voilà. Et En puis peluche, même en jeux figurine, vidéo, en- enfin tout ce ouais. que tu veux, dessin animé. Ouais, c'est clair. Enfin, ça va être là, voilà. Ça, c'est la bonne idée marketing, mais bon, on va pas reprocher ça à J.K. Rowling. George Lucas a fait la même chose. Donc, Oui. Donc du coup, on peut pas le reprocher Ouais. aux autres. non, mais ça n'empêche pas de faire des bons films. Tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? non, bien C'est-à-dire sûr, que bien voilà, sûr. c'est pas. Effectivement. Si je dis ça, Spielberg aussi. Ce qui est rigolo, c'est de dire on peut pas lui reprocher ça parce que George Lucas. a Non, fait la même chose. si on reproche ça, c'est pas ça que je veux dire, mais si on lui reproche ça à elle, on va le reprocher à beaucoup d'autres Oui, personnes. évidemment. Voilà. Donc, Non, mais bon, il y a- elle est là pour faire des belins, comme beaucoup. oui, voilà. Aussi. Aussi. Mais ça n'empêche pas effectivement que Faire des de films. faire des bons films. Bon film, voilà. Donc ça, c'était bon pour moi le point un peu compliqué. Et ensuite, alors c'est un demi-flop parce que le problème de la magie. Mais je vais pas l'aborder complètement parce qu'on va Parce peut-être qu'on en parler on a après. peut-être une question du peuple Mais- là-dessus. C'est ça. Mais c'est vrai que on étendra un peu plus. C'est vrai que mais de temps en temps, il y a ce truc de la magie résout tous les problèmes, mais quand on en a besoin dans le scénario. Mais quand on n'en a pas besoin dans le scénario, la magie résout pas les problèmes. Enfin voilà, c'est-à-dire que si on commence à être un peu tatillon sur le scénario, on va se dire ouais, mais alors pourquoi à ce moment-là il a pas fait ça, pourquoi il peut se transporter comme ça et pas là, et puis voilà, c'est un peu c'est le truc un petit peu gênant de la magie, mais malgré tout, je dis c'est un demi-flop, c'est que ça aurait pu être très 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 mal utilisé. Et c'est relativement bien dosé. Voilà. Alors je suis un peu d'accord avec toi, moi ce sera pas mon flop, mais pour aller un petit peu, pour élever un petit peu le débat que tu viens de soulever, c'est vrai qu'on attendrait quand même d'une suite de films et d'un univers étendu qu'au fur et à mesure les règles se définissent un petit peu. Oui. Un peu comme la Force avec Star Wars. Tu vois, dans le premier, tu sais pas du tout. ce que Après, c'est tu que peux la plus Force. rien faire une fois que c'est défini. Après, c'est vrai qu'à la tu fin, vois, une fois dans que c'est le défini, 8, dans le 8, le mec, il a osé essayer de faire des trucs et bam, 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 ça a été C'est sodomie ça. immédiate et intégrale, quoi. C'est ça. Mais bon, en même temps, c'est là aussi, quoi. Parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça flotte et t'as l'impression que tu peux faire un petit peu tout avec la magie. Ouais. Et quand t'as l'impression que tu peux faire un petit peu tout avec la magie, il y a des moments où tu te dis, pourquoi tu n'utilises pas la magie pour faire ça? Voilà. C'est ça. Et c'est parfois un peu la limite de l'exercice. Alors en même temps, je comprends que ce soit confortable de pas trop expliquer parce que du coup, tu peux aller chercher la magie pour t'aider quand. Et puis tu peux d'un coup sortir un nouveau truc. Et voilà. Et voilà. Voilà, mais je pense que ça n'empêcherait pas parce que malgré tout, en définissant un peu les règles, tu pourrais toujours amener un nouveau truc qui ramène des nouvelles règles. Puis Et après, tu vois. c'est là où c'est difficile parce que c'est un peu la base de ce genre de film. C'est l'émerveillement avec. Tu découvres. En fait, il faut que sans cesse tu découvres un univers. Il faut jamais que. C'est le cas dans les Harry Potter et dans ceux-là aussi. Il faut jamais que ça s'arrête, quoi. Parce que si tu définis tout et que c'est bon, on a tout vu, on sait tout. Ouais, J'ai peur que tu sois déçu. Non, mais tu vois, que tu sois arrivé au bout de oui, quelque mais chose. sans que tu dises tout, tu vois, tu pourrais exploiter des personnages comme Dumbledore, par exemple, qui sont censés être des profs, pour essayer de comprendre un peu plus ce que c'est que la magie, quoi. D'autant que, et c'est ça que moi je trouve qui est intéressant dans ces films,
c'est que la magie, elle est vraiment ancrée dans le réel. On a parlé Oui. tout à l'heure on est dans l'entre-deux-guerres, il y a le traumatisme de la Première Guerre, il y a la Seconde Guerre qui va arriver, qui est un peu évoquée dans le film et tout ça. Donc, du coup, tu aimerais savoir un petit peu ce que ne peut pas la magie, à quoi ça sert. Quel a été son rôle dans la guerre aussi. Voilà, quel a été son rôle dans la guerre, avec limite un peu des anachronismes ou quoi. Enfin, ça peut être... Oui, est-ce qu'il y a que... Parce que de ce qu'on comprend vaguement, c'est que finalement, il n'y a pas que les Moldus qui sont impliqués dans les guerres mondiales. Quoi. Ouais, voilà. Même s'il y a une peur aussi des sorciers, que les Moldus retournent leurs armes contre eux, on voit une évocation de la bombe nucléaire, etc. C'est-à-dire qu'ils en ont quand même peur. Voilà. Ouais. Et pourtant, on pourrait se dire, bah, c'est des sorciers, ils ont des pouvoirs, voilà, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des Moldus, mais bon, peut-être que la masse fait qu'ils en ont peur, et puis surtout les oppressions voilà, qu'ils ont eues, notamment au Moyen-Âge, c'est ce qu'on comprend dans le film. Voilà, c'était le petit point magie, finalement. Écoute, moi, j'ai 2 flops aussi, tu vois. Alors, il y en a un, c'est pareil, c'est un flopounet. Il y a quand même pas mal, je trouve, de facilité scénaristique. Sur les déplacements des personnages, comment trouver que les personnages sont là, qu'ils se rejoignent tous au même endroit et tout, au bon moment. Bon, voilà, des fois ça va un petit peu vite disons pour faire avancer l'histoire, ça va un petit peu vite sur les basculements de séquences, quoi, pour passer d'une séquence. Surtout qu'il se la joue un peu enquête. Surtout le titre du film, Les crimes de Grindelwald. Si on voit ça vite fait, on peut se dire tiens, il va y avoir des enquêtes, etc. En plus, c'est vraiment dans un contexte avec des personnages qui évoquent ce délire d'enquête policière, etc. Et c'est vrai que comme ils veulent mener de temps en temps le film comme une enquête, bah, le fait qu'il y ait, comme tu dis, ces rapidités scénaristiques où de temps en temps, ils sont en train d'enquêter, ils essaient de comprendre un truc, et puis bon, de temps en temps, il n'y a pas besoin, on passe directement à l'étape suivante, ça crée un peu... un petit déséquilibre, en fait. Voilà. Dans le rythme, voilà. Et mon autre flop que je mettrais, ce serait, il y a un peu trop de recours, je vais dire, à la généalogie dans l'histoire. Et il y en a trop, et au bout d'un moment, déjà on se perd sur qui est le cousin du père d'eux, du fils d'eux, du machin. Et puis même au bout d'un moment, ça devient un peu... C'était presque... Tu sais, je sais pas pourquoi on fait autant de comparaisons avec Star Wars tout le temps, mais... Tu sais, entre le 7 et le 8 quoi, de Star Wars, où tout le monde disait oui, mais est-ce que Rey, c'est la fille de machin, c'est la cousine de machin, pourquoi elle a la force, est-ce que ce serait pas la petite fille d'Obi-Wan, de machin. Et au final, c'est un peu chiant. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le méchant, il faut forcément que ce soit le frère d'eux, le fils d'eux, le machin. Ils sont tous consanguins là-dedans, quoi. Et on est toujours dans la partie sans spoil, donc pour le moment, on va rien révéler. Mais il y a un petit peu trop ça, ce qui occasionne notamment à la fin une longue séance d'explication orale. Et moi, j'aime pas trop dans le cinéma quand il y a un personnage qui vient tout expliquer comme Morgan Freeman. Mais de déployer le scénario. Voilà, c'est ça. J'aime pas trop ça, je trouve que c'est pas très cinématographique. Du coup, c'est une séquence un peu longue, et d'autant qu'en plus, celle-là, elle rebondit un peu, parce que tu as toute une séance d'explication bien longue, tu dis, bon, ça va, on est arrivé au bout. Et en fait, à la fin, tu as un autre personnage qui arrive qui dit, mais non, mais parce qu'en fait, et qui te re-raconte l'histoire. Alors évidemment, pour y apporter quelque chose, mais du coup, c'est trop long, quoi, cette séquence. Ça va dans un sens et dans l'autre. En fait, finalement, Je suis ton père, c'était facile. C'était simple, compréhensible, ça se pose là. Et inattendu en plus, quoi. Ouais, et puis surtout qu'on se perd dans les noms des personnages. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je veux dire, quand ils sont à l'écran, ça va, mais des fois, ils te parlent de personnages qui ne sont pas à l'écran, donc si t'as pas retenu tous les noms, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait qu'ils sont compliqués, on n'arrive pas à anticiper aussi les conséquences de du fait que machin soit le frère de, le fils de, enfin là je dis des conneries pour pas vous spoiler, mais... Et d'autant que tout le ressort de l'intrigue repose là-dessus, vu que l'un des personnages principaux, à savoir Croyance, on peut le dire, en fait, il cherche à savoir d'où il vient, qui il est, qui sont ses vrais parents, etc. Et ça, c'est sa quête dans le film. Donc, il faut suivre, quoi. On peut pas passer à côté, puisque du coup, on a envie de comprendre, machin. Et puis même, on se dit aussi quelles sont les conséquences du fait qu'il trouve ses origines, quoi. Oui. C'est-à-dire, à la limite... on s'en fout. Je veux dire que lui, on comprend que ce personnage est préoccupé par ses origines. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'il les cherche, parce que c'est ça. C'est parce qu'il cherche d'où il vient que, on va dire, les autres autour, toujours sans spoiler, vont échafauder leur plan pour se servir de lui ou non, quoi. Mais on comprend à la fin du film pourquoi c'était intéressant de le voir chercher ses origines. Et pendant tout le film, moi, je me suis dit, mais on s'en fout de qui est son père, sa mère, ou je sais qui, pas qui, tu vois. C'est-à-dire, ce personnage, pour moi, il était secondaire dans le premier... Enfin,
central, mais comment dire, il n'était pas hyper intéressant. Et bon, bah là, oui, parce qu'il faut rappeler que dans le premier film, en fait, ce personnage est censé être mort, et que finalement, non. Mais on nous explique pas pourquoi. Mais on le voit dans la bande-annonce, donc oui, on peut le dire, hein, voilà, c'est pas un on spoil. voit, ouais. Mais en fait, effectivement, Croyance n'est pas mort. C'est ça. Et donc, il prend une dimension, prend une autre dimension dans le film qui arrive. Enfin, dans le film qu'on a vu hier soir. Donc, la première question, Mathias. Question de qui, déjà? Alors, question de Samuel Le Bihan. D'accord. D'où? Du Bihan. D'accord, bah oui. Alors, mais il nous dit, parce qu'il est un peu circonspect, il nous dit, mais au fond, j'ai pas compris, Johnny Depp, c'est le gentil ou pas? Ah, bah, très bonne question, Samuel, et merci en tout cas de porter autant d'intérêt aux animaux fantastiques. C'est une bonne question qui va me permettre de rebondir sur un truc, c'est vrai au fond, Johnny Depp, c'est le gentil ou pas? Dans le sens où, regarde, Johnny Depp, finalement, moi je le vois pas si méchant que ça. Qu'est-ce qu'on le voit faire dans le film? On est dans la séquence spoil là ou pas? On est dans la séquence spoil. Ah ben là, mettez vos ceintures les amis. Bon. Il y a quand même une évocation d'Hitler à la fin, tu vois. Je veux dire, en plus, on est avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est-à-dire, quand il fait son grand discours en disant, mais vous savez, son grand discours bien gentil, en disant, vous savez, j'ai rien contre les Moldus, ils sont pas inférieurs à nous, ils sont différents. J'ai rien contre eux aussi, ils sont pas comme nous. Voilà. Et en fait, il y a un côté séduction, tu vois, du public en disant, non, mais vous avez peut-être des peurs, parce qu'en disant que je suis méchant et tout, mais en fait, non, je suis pas méchant. On est juste différents et on veut pas les mêmes choses, voilà. Mais une fois que tout le monde s'est barré et qu'ils se retrouvent face aux personnages principaux, aux héros, etc., il n'a pas le même discours. Il a un discours qui est beaucoup plus radical, quoi. C'est tu viens ou si t'es pas avec moi, en gros, je te bute, quoi, voilà. Et ça évoque quand même un peu une idée de pureté des sorciers, parce qu'ils veulent les sorciers les plus purs possibles. Donc il y a vraiment le parallèle à mettre avec la Seconde Guerre mondiale. Je me demande même, j'ai hésité, je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'ils vont pas utiliser ça comme toile de fond à la Seconde Guerre mondiale? Alors c'est un peu tendu. Hein, Alors, il y a même des images, parce qu'à un moment, il voit l'avenir, et on voit des images de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, est-ce qu'on va voir de la déportation? Est-ce qu'il va y avoir une histoire de déportation autour des sorciers qui sont pas purs, etc. Et je me suis dit, bon, c'est un peu dangereux de jouer avec la Seconde Guerre mondiale, avec la déportation, etc. Mais bon, ça évoque un peu ça, quoi. Parce que regarde, moi, ma théorie. Moi, je me dis, les sorciers, en fait, ils sont totalement ostracisés, obligés de se cacher. Ah, ils l'étaient. Maintenant, ils ont quand même une structure politique. Oui, mais ils sont obligés de se cacher quand même, parce qu'ils peuvent rien faire de magique, et dès qu'ils le font, il y a une police qui est là pour venir oublier tout le monde et condamner ceux qui ont exposé la magie au grand public. Parce qu'on apprend donc que Tina, la nana, personnage principal, elle a été dégradée puis condamnée pour ça. Dragono, il se fait aussi condamner parce qu'il laisse échapper ses animaux fantastiques un petit peu partout. Et voilà, alors c'est ça, c'est-à-dire que je dis attention, la justice, comment elle est expéditive, quoi. C'est-à-dire que tu arrives dans le bureau de Colin Farrell, tranquille, toi tu dis oh putain, Colin Farrell. Alors déjà tu savais pas que c'était Johnny Depp. Déjà pour commencer. Et en plus, le mec il dit ouais, bon, non, pas bien, condamnation à mort, quoi. Et alors en plus, ils ont une condamnation à mort chelou, tu montes sur une chaise, il t'arrive des trucs, on t'enlève et tout, moi avec la baguette. Ça, je veux pas en parler, moi. Ça m'a choqué. Mais je veux dire, bon, est-ce qu'ils sont pas un peu nazis eux aussi? Oui, mais je pense que ça c'était aussi dans le premier film, donc, parce que là on parle du premier film. C'est pour que t'aies peur pour les héros, mais... Oui, non, je pense que c'est juste pour évoquer la peine de mort aux États-Unis. Tu vois, il y a ce délire que l'Europe est plus progressiste, alors qu'à l'époque c'était peut-être pas ça, mais je pense que c'est une critique. C'est la modernité apportée à cette époque-là, enfin notre époque d'aujourd'hui apportée à cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer que aux États-Unis on déconne moins qu'en Angleterre, et qu'il y a la peine de mort, et qu'on est plus expéditif, et qu'il y a des lois plus strictes. Parce qu'il le dit à un moment donné, et comme dans le premier chef des magiciens américains, il est quand même super vénère. C'est lui qui veut défoncer tout le monde tout le temps. Et puis il le dit, le personnage principal, il dit vous avez des lois rétrogrades ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être en possession d'animaux fantastiques, d'animaux magiques. Donc il y a vraiment ce truc de dire voilà, les États-Unis sont rétrogrades alors que le reste de l'Europe est un peu plus avancé sur ces questions-là.
Mais on est d'accord que ça, c'est quelque chose du contexte d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours la peine de mort aux États-Unis, plus en Europe, alors que peut-être entre les deux guerres, c'était plutôt les États-Unis qui étaient vus comme vecteur de nouveauté, modernité, etc. Et la vieille Europe ancrée dans son... En tout cas, alors on peut se dire, voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on peut se dire que l'ambiguïté sur... et ça, c'est pas mal, quoi, dans le sens où le méchant n'est pas totalement méchant, le gentil n'est pas immaculé non plus. D'autant que, et si on va plus loin, peut-être que le message qu'on peut en tirer, c'est qu'effectivement, les discours un peu de séduction, les discours un peu démagogiques, comme le fait Johnny Depp, pour ramener des gens à l'extrémisme, surfent quand même beaucoup sur les peurs, sur l'ostracisation et sur un régime qui est déjà répressif à la base. Parce qu'on comprend que finalement, il y a plein de sorciers qui se retrouvent dans le discours de Johnny Depp, qui leur dit « Mais attendez, pourquoi nous, on aurait besoin de se cacher ?» Et puis en même temps, tu comprends qu'il y a un truc légitime là-dedans. Ils disent « Ok, on a des pouvoirs, on sait faire des trucs et tout, et pourquoi on devrait se cacher du monde entier, quoi ?» Non, c'est ça. Et puis même en plus, finalement, le premier sang versé pendant cette grande conférence où Johnny Depp fait son discours, c'est un quiproquo, puisque c'est un des membres de l'Assemblée qui... c'est un symbole, quoi. C'est un des membres de l'Assemblée qui veut tuer un Aurore. Qui veut attaquer et l'Aurore attaque avant, finalement, et du coup, il tue en premier, et puis Johnny Depp, on dit toujours Johnny Depp, mais c'est... Grindelwald qui en fait va vers cette personne qui a été tuée, donc en disant regardez, finalement on est dans un état répressif, etc. Je sais pas pourquoi rentrer dans les subtilités de la Première Guerre mondiale, mais c'est intéressant. À cause du traité de Versailles, les Français faisaient la misère aux Allemands, et du coup, d'ailleurs le film se passe à Paris, donc tu vois, c'est peut-être pas innocent. Et du coup, Hitler, il surfait évidemment là-dessus en disant mais pourquoi nous les Allemands on aurait à se plié en deux devant les Français, alors qu'on est la race supérieure. C'est ça, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire là, tu sens qu'il y a eu des règles qui fait que les sorciers se sont pliés pour... alors pas parce qu'ils capitulent, je pense, mais pour être tranquilles, et parce qu'ils ont peur, tu sens qu'ils ont peur des Moldus pendant tout le film, donc voilà, ils se plient. Donc c'est des règles très strictes, interdit de fréquenter des Moldus, évidemment interdit de se marier avec des Moldus, ce qui crée des petits problèmes. Ce qui crée un petit problème, et ce qui va rallier, et ça c'était plutôt malin, ce qui va rallier à la fin, et c'est en ça que je disais tout à l'heure, les personnages ils évoluent aussi. La sœur là, de Tina, Queenie, elle s'appelle ça. Queenie qui va se rallier à Johnny Depp alors Johnny Depp qui n'est pas Colin Farrell, ça n'a rien à voir. Et qui va se rallier à Grindelwald parce que en fait est un peu dans un délire parce qu'elle est amoureuse de Kowalski et du coup elle peut pas trop se marier avec lui, elle peut pas ni se marier avoir des enfants, et c'est ce qu'elle veut, une gonzesse quoi. Et donc Johnny Depp lui fait entrevoir un avenir où, comme c'est les sorciers qui décident, ils n'auront pas à se cacher et ils feront un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et donc elle y va, malgré le fait que Kowalski lui dit « Mais non, t'es complètement folle, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu y vas, mais non, machin et tout ». Malgré tout, elle y va quand même. Donc voilà, un autre intérêt du film. Une question de Jean-Luc M. qui... Voilà. D'accord, Jean-Luc M. Jean-Luc M de Marseille. Qui désire garder son anonymat. D'accord. Et qui nous dit dites-moi là, est-ce que ce spin-off d'Harry Potter ne serait pas juste là pour faire des belins capitalistes ou car comme tout le monde sait, quand on a trouvé le bon filon, ce serait con de creuser à côté. Tout à fait. Voilà. Alors, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Alors Jean-Luc, je vais répondre à ta question de façon sincère et directe. Voilà. C'est ce que les Français attendent. C'est ce que les Français attendent. Voilà. Je dirais non. Une question, Mathias, pour toi, de Gérard Majax. De Gérard Majax, d'accord. Voilà. Merci Gérard. Qui est mais la magie, ça existe ou pas? Très bonne question, Gérard, et merci déjà de nous l'avoir posée. Oui. Est-ce que la magie, ça existe ou pas? Écoute, d'après le documentaire Les Animaux Fantastiques que nous avons pu voir, oui. Oui, elle existe bel et bien. Le problème, c'est que tu le sais jusqu'à ce que tu te fasses oublier. C'est ça. Voilà. Plus sérieusement, peut-être, parce qu'effectivement, on peut parler de... Tu l'as déjà un peu évoqué tout à l'heure, il y a beaucoup... c'est un peu le problème de la magie, quoi. On en a déjà parlé, c'est un peu le problème de la magie. Quand on dit c'est magique et qu'on ne donne pas toutes les règles, et ce qui est normal aussi, parce que ce serait indigeste de balancer comme ça, attention, on peut faire ci, ça, ça, ci, ça, et
après démerdez-vous là-dedans. Bon, du coup, on sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et on aime bien découvrir des nouvelles règles de la magie, ou de la force dans Star Wars, ou je sais pas, dans les films de vampires, on aime bien savoir est-ce que les vampires ils sont sensibles aux croix, à l'ail, à l'eau bénite, ce genre de trucs. Donc on aime bien découvrir ça un peu au fur et à mesure. Et parce que du coup ça nous donne des clés, ça donne des clés scénaristiques pour avancer dans l'histoire. Et là c'est vrai que du coup comme on sait pas trop, on a parfois un peu ce sentiment de dire ok mais si on peut faire ça, pourquoi là ils font pas ça? Voilà, un peu bêtement quoi. Parce que vu qu'on sait pas trop quoi faire avec une baguette, moi j'aurais envie de... C'est ce que dit un peu George R.R. Martin, donc l'auteur de Game of Thrones, c'est que finalement la magie dans un scénario c'est comme du sel dans la cuisine, c'est que si on en met un peu c'est meilleur, si on en met trop c'est indigeste. Voilà. Alors c'est là où c'est compliqué ces films-là, puisqu'il faut forcément qu'il y ait que ça, qu'il y en ait beaucoup, etc. Donc il faut savoir la doser judicieusement. Tiens, question conjointe de Laurent Ruquier, Stéphane Bern et Marc-Olivier Fogiel, qui nous demandent, c'est une question simple Dumbledore, Freddie Mercury, même combat, point d'interrogation. Merci de me laisser avec cette question. Alors, je vais traduire ta question. J'imagine que tu me demandes si Dumbledore ne serait pas homosexuel. What? Moi, je pensais chanteur dans un groupe de rock. Ah bon, d'accord. Bon, je l'ai pas vu. Mais puisque tu as évoqué l'homosexualité, autant partir là-dessus. Non, oui. Est-ce que Dumbledore est homosexuel ou pas? Est-ce qu'il s'est pas un peu culé avec Johnny Depp? Je vais être obligé de couper tout ça. Mais non, on peut le mettre, ça va, c'est mignon. Bref, en fait, ça reste subtil. C'est-à-dire que selon l'interprétation qu'on en a, je vais passer sur ce qu'a dit J.K. Rowling et les théories de fans et ce qui a marqué dans les bouquins, etc. Je prends que les films en eux-mêmes. C'est pas appuyé, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'il a eu une relation qu'il qualifie lui-même de bien plus qu'amicale avec bien plus Grindelwald. Que des frères, bien plus que des frères. Ils étaient bien plus que des frères, comme ils disent, donc bien plus que des amis, voilà. Donc il y a ce truc-là, mais j'ai trouvé ça intelligent que ça soit subtil, c'est-à-dire que si on a envie de l'interpréter comme ça, alors ce sera peut-être précisé dans les opus suivants, mais on peut l'interpréter comme ça, ou peut-être autrement, parce que va savoir aussi bien, on va découvrir qu'ils sont frères, ou qu'ils sont... Ah non, parce qu'ils sont bien plus que des frères. Oui, mais qu'ils sont frères plus autre chose, tu vois. Ah non, parce qu'ils ont Ils vont peut-être nous refaire une Game of Thrones. Oui, c'est pas mal. Non, mais parce qu'ils ont fait frère de sang, tu vois, donc si t'es vraiment frère, t'as pas besoin de... Oui, mais c'est peut-être ça le truc en plus, c'est-à-dire qu'ils pourraient être frères, par exemple, et en plus avoir fait un pacte de sang qui fait qu'ils peuvent pas s'agresser l'un l'autre. Non, je pense pas qu'ils soient frères. Visiblement, J.K. Rowling a dit bon, elle a validé quoi. Elle a validé la théorie, et d'autant qu'effectivement Dumbledore, en plus, il a pris en affection le Dragono et tout ça. Donc c'est évoqué, c'est bien amené. On n'en fait pas des tonnes là-dessus. Et ça reste subtil, quoi. Oui, parce que c'est un peu la mode maintenant dans les productions hollywoodiennes de surprendre. On a vu dans Star Trek, etc. Et appuyer un peu le truc en disant regardez, il est homosexuel, il est homosexuel. Bon, on n'en fait pas autant pour des hétérosexuels, par exemple. On dit pas regardez, il a pécho une meuf, là. Genre, bon. Voilà. Donc le truc, c'est que c'est pas obligé d'être méga appuyé. Moi, je trouve que ça passe. Surtout qu'on sait que on va aller plus loin dans l'histoire dans les prochains, donc on va en savoir plus, voilà, ça reste subtil pour le deuxième film, je trouve ça cool. Voilà. Après, chacun fait son interprétation, et puis le scénario peut nous surprendre, hein. Je pense que même si ça a été validé, ça veut pas dire que forcément c'était avec lui, je sais pas. Tu vois. Une question d'Omar Sy, qui est déçu finalement d'avoir refusé un rôle dans ce film-là, rôle récurrent en plus, mais qui a estimé qu'il fallait pas qu'il s'enferme dans... toujours le même rôle, parce qu'on lui proposait toujours le même rôle, ouais. Voilà, c'est ça. Et surtout qu'il a été déçu quand il a vu que Solange te parle, elle avait été prise au casting. C'est ça. Est-ce que ce film est la suite directe du premier film? Alors, Audrey, merci pour cette question. Et j'aimerais t'apporter une réponse directe et en même temps sans langue de bois, parce que c'est ce que les Français attendent. Oui. Le Seigneur a une requête spéciale et il aimerait qu'on puisse exceptionnellement mettre cette fois-ci des notes en bière au beurre. Donc mettons une note en bière au beurre, Monseigneur. Ouais, je précise qu'il y avait des bières au beurre en vente au cinéma du Prado et qu'en fait c'est extrêmement sucré comme boisson. Voilà. Je précise aussi qu'il n'y a pas de bière dedans. Et qu'il n'y a pas de beurre non plus. C'est pas... Voilà.
Et voilà, et je précise évidemment pour pas que vous soyez perdus que finalement l'échelle de bière au beurre c'est la même que celle des aioli quoi. C'est ça, il n'y a pas de subtilité, c'est pas un aioli pour 1,5 bière au beurre. C'est ça, sinon on s'en sort plus quoi. Donc monseigneur, allez, on va y aller vite. Quelle est ta note en bière au beurre sur 5 bières au beurre? Sur 5 bières au beurre. Alors je lui mettrais un 3,5. Écoute, moi je vais lui mettre la note de 4 bières au beurre. Ah oui, toi... Wow. J'envoie de la bière au beurre. Ouais, retrouvez bientôt Mathias en cosplay de Dragono. Parce que pour qu'il mette 4 à un truc comme ça et tout, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas un truc comme ça, c'est que quand c'est bien fait, ce genre de truc, bah, c'est très bien, ça me va, comme je te dis, il y a de l'imagination, je découvre un univers, c'est pas un truc pour enfants, où on va me dire, tu vois, où on va me dire, bah non, mais... Oui, ça c'est nul, mais c'est normal, c'est pour enfants, tu vois. Oui. Donc voilà, ça m'énerve. Donc non, c'est travaillé, c'est bien, il y a de l'imagination, il y a des comédiens, il y a des bons comédiens, parce que dans tous les films, il y a des comédiens, ou presque. Oui, merci. Il y a des bons comédiens, et ben non, moi je pense que ça mérite ces 4 aioli, enfin ces 4 bières au beurre. Voilà. Ok, bah parfait. Les copains, comme d'habitude, c'était un plaisir de faire ce backlight avec vous, c'était un plaisir sans cesse renouvelé de faire ce backlight avec le Seigneur à côté de moi. Et avec toi, Mathias. Est-ce qu'on n'a pas un pacte de sang, toi et moi? Ah, je sais pas, faut pas le dire. Est-ce qu'on n'est pas bien plus que des frères? Non. Non. Il a peur. Non, parce qu'après, il va y avoir des théories et tout. C'est vrai, les gens vont faire des théories sur Internet et tout. C'était cool de faire encore une fois ce backlight avec vous. On se retrouve très vite pour un nouveau backlight, ou pour un Rage Kit d'ailleurs, ou pour un live du match qui arrivera très bientôt. Oui. En attendant, vous pouvez évidemment mettre un pouce bleu sur cette vidéo, liker, commenter, nous dire ce que vous avez pensé du film, voire même de notre prestation ou de notre avis en tout cas sur le film, dans les commentaires. Et évidemment, vous pouvez nous mettre un petit euro sur notre page Tipeee si jamais ça vous dit, et puis des pouces en haut, en bas. Mais même vers le bas si vous voulez. Ouais, mais faites ce que vous voulez, mais interagissez avec la vidéo et vous ferez de nous des moldus heureux. Voilà. C'est ça, voilà. Des moldus. Enfin, des moldus, pas tous. Allez, ciao les copains et à très bientôt. Ciao.